Donc, on est de retour au podcast sur le banc. Merci à Stéphanie et Éloi pour la traditionnelle, si on veut, le traditionnel segment hockey féminin. Donc, on revient avec le Canadien de Montréal, en fait. Donc, on le disait tantôt, ça a été une excellente date limite de transaction pour l'équipe. Maintenant, il y a plusieurs gros dossiers qui attendent Kent Hughes pour cet été. Avant de parler des agents libres sans restriction qui sont disponibles sur le marché, peut-être votre plus gros chantier à venir pour Kent Hughes, quel joueur peut-être doit partir, quelle transaction doit avoir lieu. C'est quoi le premier gros projet là, de Kent Hughes pour cet été? Je vais commencer avec toi, Hugo. Moi, je pense qu'on devrait, on devrait voir qu'est-ce qu'on fait avec Jake Allen. Je pense que Allen qui a signé un contrat de 2 ans, va être à sa 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus, mais va être à sa dernière année l'année prochaine. Ça va être important de voir ce qu'on fait dans ce dossier-là. Le Canadien a des bons espoirs dans les buts, mais Jake Allen est définitivement un joueur d'impact cette année. Ne coûte pas cher présentement. Est-ce qu'il va vouloir rester avec l'équipe? Moi, je pense que oui, on avait pu l'entendre à la fin de la date limite des transactions qui croyait au potentiel du Canadien. Moi, je pense que ça peut être une bonne raison de le garder. 30 ans peut être un mentor là, dans le vestiaire. Donc, définitivement, là, Jake Allen est un dossier à bien examiner là, du côté de Kent Hughes. Sinon, j'aimerais savoir aussi ce qu'on va faire avec les gros salaires inutiles. Petrie, Gallagher, Armia un peu. T'sais, on sait que Petrie, là, Hughes a une direction particulière. Là, cet été, va essayer d'échanger ce qu'il a dit en tout cas en conférence de presse. Mais on va voir ça. Mais je te dirais que Jake Allen, c'est probablement un des gros. Ouais, il y a quand même plusieurs travaux à faire du côté de Kent Hughes. Pierre-Carl, de ton côté. On parle souvent des jeunes. Là. J'ai hâte de voir Jordan Harris. Dans le fond, on parle qu'il risque de signer. Là, ça serait une formalité. J'ai très hâte de le voir évoluer avec le Canadien de Montréal. Voir il est rendu où dans son développement parce qu'étant donné qu'il joue à NCAA, il ne pouvait pas se présenter lors des camps d'entraînement. Donc, on ne l'a jamais vraiment vu à part sur des vidéos. Donc, on parle de lui qui est un excellent défenseur. Donc, à 21 ans, j'ai hâte de voir où ce qui est rendu. Puis j'espère qu'on va pouvoir lui écouler la première année de son contrat, puis le faire jouer quelques matchs en fin de saison. Sinon, ça serait d'échanger Jeff Petrie cet été. Ça ne va plus très bien dans son cas. Là. Il est souvent à l'origine de revirements ou de défaites. Là. Il cause des revirements dans les fins de match ou en prolongation. Ça cause des buts. Donc, on voit que lui, il ne veut pas plus nécessairement être là, mais je ne m'attendais pas non plus qu'il soit échangé lundi parce qu'un défenseur qui reste encore 3 ans à 6,2 millions, comme contrat, c'est difficile à échanger à la date limite. On voit plus souvent ça à l'été. C'est souvent des joueurs de location là, qui partent à la date limite. Donc, Kent Hughes fait bien, même s'il n'y a pas beaucoup d'expérience, n'appelle pas tous les DG, il dit tel joueur est disponible, c'est quoi vos offres? Il est patient, puis ça va rapporter. On l'a vu notamment avec Artturi Lekonen et même Brett Kulak. Ce qui est le fun aussi, en fait, par rapport à Jeff Petrie, il en a parlé un peu en conférence de presse, c'est qu'il n'est pas pressé de l'échanger et il ne va pas donner Jeff Petrie pour faire plaisir à Petrie. Si le Canadien peut être gagnant dans cette situation-là, il va l'échanger, mais sinon, il est prêt à patienter dans ce dossier-là. Julien, de ton côté, c'est quoi le premier travail, si on veut, de Kent Hughes pour cet été? C'est se débarrasser du contrat de Jeff Petrie, ça c'est sûr. Puis je pense qu'on va réussir à le faire, même peut-être il va falloir garder peut-être un 1,2, 1,5 million. Ce qui ferait que Jeff Petrie reviendrait à 4,95, ce qui est plus raisonnable. Puis tu sais, c'est dans une équipe justement qui a quelqu'un en avant de lui ou quelqu'un pour le supporter. Tu sais, moi, tu vois, je le vois, mettons, à Nashville, qui ont peut-être justement une simili-fenêtre de 2-3 ans. Ils ont échangé Ellis, ils ont probablement été capables de le remplacer à droite. Là, Fabro, c'est coup-ci, coup-ça, son développement. Donc, ça pourrait être, si on garde une portion de salaire, ça pourrait peut-être faire l'affaire de Nashville. Il y a d'autres équipes aussi qu'on avait entendu parler, mais tu sais, Petrie, c'est ça. Ça serait d'échanger. Puis un autre, je vais vous mettre à terre, mais moi, je me poserais des questions sur Josh Anderson. Ah, tu crois qu'il pourrait quitter l'équipe? OK. Non, je pense que Hughes devrait se poser des questions sur son contrat par rapport à ce qu'il apporte aux Canadiens parce que il est 5,5 pendant encore 6 ans après cette année, je pense. Exact. Puis c'est un joueur qui se présente un match sur 3. Ouais. Mais en même temps, on a besoin de contrats aussi. Tu sais, si on veut avoir beaucoup de jeunes dans l'équipe, il faut avoir comme Gallagher peut-être et Anderson qui ont des. Mais non, mais c'est parce que Gallagher, il n'est pas échangeable.
Fait que c'est pour ça que je me poserai pas la question. Exact. On est pogné avec. Fait que lui, j'y touche pas parce que personne va vouloir. Ça sert à rien de me poser la question. Mais Josh Anderson, je pense qu'il a une valeur. Mais je suis pas convaincu de sa plus-value au Canadien de Montréal. On le sait, c'est rare des joueurs qui sont rapides, gros. Il a quand même un bon tir, mais il est pas constant, puis il a aucune vision de jeu. Offensivement, défensivement, il y a aucune vision. Il y a juste des attributs. Mm-hmm. Puis je suis pas sûr, à ce prix-là, à cette longueur-là, que c'est un bon contrat. Moi, je pense que le wake-up que Columbus le laissait aller. S'il était si bon que ça, il l'aurait payé ce prix-là, à cette longueur-là. Puis on l'a échangé contre Domi un 3e tour. Fait, clairement, il savait ce que c'était Josh Anderson. Puis honnêtement, il y a eu des bons matchs. Puis j'étais comme, oh my God, je l'adore. Mais son inconstance, ce qu'il y avait à Columbus, puis ce qu'il y a encore à Montréal, pour moi, avec la grosseur de son contrat, je suis pas tant à l'aise. Puis je pense qu'il y a encore une valeur. Il y aurait moyen d'échanger ce contrat-là. J'aime mieux, c'est niaiseux, mais si j'avais le choix entre les deux demain matin, je prendrais les Canadiens avant Josh Anderson. Puis les Canadiens coûteraient moins cher. Il y a moins d'attributs, mais il y a une vision de jeu. C'est un peu l'inverse, mais pour la culture d'équipe, pour moi, les Canadiens, ça serait mieux, coûterait moins cher, serait moins lourd. Donc, si on peut aller chercher un joueur, une transaction hockey, un type de joueur qui est différent d'Anderson, qui est moins talentueux, qui a moins d'attributs, mais qui est constant, puis qui a une meilleure vision de jeu, je pense que ça pourrait aider le Canadien plus qu'Anderson. Moi, je pense que, personnellement, c'est un bon... Je m'attendais vraiment pas à ce que tu dis ça, pour vrai. Mais je pense qu'il y a 2 options dans ce dossier-là. Excuse-moi, je t'ai coupé à la fin de ton document. Hein. Je m'excuse. J'étais vraiment émotif là-dessus. Mais je pense que pour ce qui est de Kent Hughes, tu regardes le dossier de Josh Anderson et soit tu parles à ton coach, tu essaies de dire hey, écoute, ou tu t'en vas le voir directement, tu lui dis écoute, ça c'est le contrat qu'on t'a accordé parce qu'on te fait confiance ici. Là, il faut faire tout ça plus constant. Faire tout ça plus régulier parce que, comme Julien l'a dit, il y a eu des bons flashs. Ou, justement, on essaie de les changer, mais on essaie d'être intelligent avec ça. On essaie de voir si Anderson, avec sa valeur, justement, avec le fait que c'est un gros gars qui est capable de patiner, qui peut amener aussi certain du leadership dans un vestiaire. On essaie d'aller chercher un petit vol. On essaie d'aller chercher un joueur, un jeune joueur qui pourrait avoir beaucoup de potentiel, en qui une équipe ne trouve pas nécessairement un rôle, puis échanger Anderson qui est encore jeune contre ce joueur-là. Ça va être vraiment de voir. Parce que, comme on l'a dit, il y a une certaine valeur, là, puis il y a une valeur assez particulière. On a vu des équipes des transactions en ce moment qui ont fait des échanges pour des joueurs à rôle particulier. Ben, Max Comtois, c'est le même type de joueur, mais on ne sait pas encore s'il est inconstant. C'est parce qu'il est encore jeune. Il a une super bonne saison. Là, cette année, il n'a pas eu une. Ouais. Mais ça arrive. Les jeunes, ça arrive. Puis il est un peu le même type de joueur. Mais il a déjà montré qu'il est capable d'être constant pendant une saison. Là, après ça, il y a eu une mauvaise saison, mais ça arrive à beaucoup de jeunes. Il y a eu des blessures aussi, ça n'a pas aidé. Ouais, puis je crois qu'il y a un petit problème d'attitude, en tout cas dans son cas, parce qu'il était souvent mis de côté quand il était en santé et tout. Donc, c'est possiblement. Moi, je dirais, tu vois, Julien, j'allais pas aussi précis, exemple, qu'Anderson, mais simplement, moi, le plus gros dossier pour Kent Hughes que je vois pour cet été, c'est le dossier des alliés. Parce que tu en as énormément dans l'organisation, puis c'est quand même des contrats, sans dire, tu sais, problématiques, mais c'est des contrats assez lourds. Tu as Anderson, oui, mais tu as Drouin, tu as Hoffman, tu as Armia, que ça, c'est atroce comme contrat, mais tu en as plusieurs. Moi, ces 4-là sont mauvais là, pour moi. Dans le sens que Drouin, il n'a jamais valu ça. Hoffman n'a jamais valu ça, puis il ne vaudra jamais ça dans les 2 prochaines années. Armia, c'est une catastrophe. Puis Anderson. Mais pour vrai, les gars, ça a été une preuve que comme quoi Bergevin était trop attaché à ses joueurs. Là. Gallagher. On ne parlera pas de Gallagher non plus. Non, mais moi, Anderson, je le garderais parce qu'on a quand même besoin de vétérans. Je trouve qu'on a déjà beaucoup de jeunes, là, puis on va en avoir d'autres qui vont arriver. Là. Fait qu'il faut garder quelques vétérans. Oui, des joueurs. Je partage ton point de vue. On dit souvent le Canadien sont petits, Mais là, si on l'échange, on va aller chercher un autre jeune, puis on parle de, mettons, qui est un plus petit joueur. On va encore dire qu'ils sont petits. On a besoin de gros, même si c'est sûr, il faut vivre avec. Là, c'est sûr qu'il y a des défauts, mais je pense qu'on serait capable de vivre avec le fait
qu'il n'est pas constant nécessairement. Mais on a besoin de ce genre de joueur-là dans l'équipe, je trouve. Ben, moi, tu vois, je pense pas pour la culture de l'équipe que c'est bon. Quelqu'un qui se présente un soir sur 3, pour moi, c'est pas bon. Je veux des vétérans, je suis d'accord avec toi, mais Lekonen, ça me donne un vétéran. Mais lui, il est constant. Puis là, je dis pas qu'il fallait pas changer Lekonen contre Barron, là, tu sais, je capote, là. Ouais. Mais tu sais, moi, si je veux des vétérans dans mon équipe, tu vois, Gallagher, je le veux dans mon équipe. Lekonen est plus petit, par exemple. Des mauvais contrats, lui, je le garde parce qu'il donne le bon exemple et il est bon pour la culture d'équipe. Anderson, je pense pas qu'il est bon pour la culture d'équipe. Tu sais, je serais prêt à surpayer un vétéran parce que là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais pas lui. D'autres. Tu sais, un vétéran pour un vétéran qui cadre pas dans ta culture d'équipe, qui se présente une fois sur 3, je pense pas que c'est un exemple pour les jeunes, même s'il est impressionnant comme joueur, quand il y a la switch à on, parce qu'il l'a pas toujours à on. Ouais. Parce que c'est aussi, tu sais, là, en ce moment, on n'est pas dans le vestiaire non plus. Il y a cet intangible-là que nous, on ne voit pas de comment ça se passe. De ce qu'on voit, exemple, dans les conférences de presse ou autres, Anderson a quand même l'air d'être quelqu'un qui rallie tout le monde, tu sais, qui montre qu'il veut gagner tout ça. Je dis pas que, comme, tu sais, je suis d'accord avec toi qu'il n'est pas là à chaque soir, mais dans l'énergie qu'il dégage, peut-être dans le vestiaire, et puis encore là, je le vois pas, je suis pas là, mais ça semble être le genre de joueur intéressant pour un vestiaire. Moi, je vois pas nécessairement chez d'autres joueurs de l'équipe. Toi, je sais, on sait que c'est l'inverse. Moi, j'achète pas ce que tu dis devant les médias, je regarde ce que tu fais sans patinoire. Mais comme je parle pas dans les médias, là, je parle de vestiaire, puis encore là, je sais pas comment il agit, mais c'est ça pour dire que je me fierai pas à ce qu'il a l'air devant les médias pour émettre une... Tu sais, Weber puis Price, ils ont l'air nonchalants devant les médias, puis c'est le plus grand leader que t'as pas, tu sais, fait... Sauf que tu sais la prestance que Weber a dans le vestiaire, tu sais la prestance que Price a quand même, sans le voir devant les médias. On sait pas. Hey, on va arrêter de blaster Jules. On parle-tu d'agent libre, les boys? Ben, on va passer à notre deuxième sujet de ce segment-là. Je savais que ça ferait pas l'unanimité que je dise ça. J'avais mes opinions après ça. On va aller chercher on va parler des vétérans. Là. Exact. Ouais, ben, justement, il y a quand même plusieurs vétérans disponibles sur le marché des joueurs autonomes cet été. Évidemment, il y en a qui vont signer avec leur équipe respective d'ici l'ouverture du marché. Mais selon vous, dans le fond, quel est le joueur le plus intéressant pour le Canadien sur le marché des joueurs autonomes avec compensation? Cette fois-ci, je vais aller en premier. Pour une rare fois, je vais me dépêcher à dire mon nom. J'allais avec Christopher Le Temps. On en a déjà parlé par le passé, mais c'est un vétéran qui comblerait un trou en défensive le temps que les jeunes, justement, prennent du galon. C'est sûr que je ne le prendrais pas pour un 5-6 ans. Là. Un 3 ans, gros maximum, peut être intéressant. C'est un retour à Montréal pour lui. Puis c'est tout un leader. Tu sais, on en parlait tantôt des joueurs qui ont du leadership, mais c'en est un qui pourrait aider justement dans le vestiaire. Puis il a de l'expérience d'avoir gagné. Donc, pour moi, ça serait le plus intéressant, un prix quand même raisonnable. De votre côté, on va y aller avec Julien, tiens, pour commencer. J'en ai 4. Non, c'est pas vrai. Ben, j'en avais 4, probablement. Chris Letang, c'était mon premier choix, mais vu que tu l'as nommé, je vais nommer mon deuxième choix. Tu sais, quand on parle de leaders qui font tout bien, puis qui, je pense qu'ils peuvent encore donner des bonnes minutes, puis qui ont ils peuvent avoir des spots précis dans l'alignement. Andrei Palat. Je pense pas que le Lightning va être en mesure de leur signer. Puis il a joué dans LHJMQ. Ce gars-là, il a un excellent one-timer, puis excellent désavantage numérique. C'est un spécialiste d'unité spéciale. Puis en 5 contre 5, il fait toutes les bonnes choses. C'est pas le plus flamboyant, mais il fait toutes les bonnes choses. Donc, tu vois, il y a 30, je vais juste vous confirmer. Ouais, il va avoir 32 ans, donc l'année prochaine. Donc, là, il y a 32 ans durant la prochaine saison. Tu sais, fait qu'un contrat de 3 ans, tu sais, à 4 millions, tu sais, je pense ça pourrait être un joueur très intéressant, là, justement, tu sais, on parlait de l'aile. Puis sinon, ben, ça serait Trocheck, parce que on manque de centre. C'est un bon centre à caractère offensif, qui a une bonne vitesse, il a un bon coup de patin, donc tu sais, ça irait avec les mœurs de Kent Hughes. Ça viendrait justement enlever de la pression à Nick Suzuki, qui doit produire, être le premier centre défensivement, offensivement, qui doit tout faire, parce que malheureusement, Dvorak, ça n'a pas trop marché. Puis donc, c'est ça. Moi, ça serait un joueur que j'irais. Puis tu vois, Dvorak, on n'en a pas parlé tantôt, mais ça, c'est un joueur, je pense, qui ne cadre pas dans la nouvelle philosophie du Canadien,
mais qui a encore une valeur parce qu'il a 26 ans, il coûte 4,4 encore pendant 3 ans, puis je pense que ça peut être un 2-3e centre dans une équipe où il y a des bons alliés ou qui est bien entouré puis qui ont un système aussi qui fait en sorte que ça fonctionne mieux pour lui. Tu vois, le genre d'équipe que je le verrais, là, ça serait du Boston, style Calgary. Dans ces équipes-là, il fitterait parfaitement. Puis c'est pas cher comme contrat par rapport à ce qu'il pourrait être ou le rôle qu'il pourrait avoir dans une équipe. Il est excellent dans les enjeux. Donc ça en est un. Tu vois, si mettons on signe un Trocheck, ça peut être une monnaie d'échange pour aller chercher soit des choix, soit un jeune, soit peu importe. Mm-hmm. Pierre-Carl, de ton côté, pour une signature pour cet été. Ouais, ben moi aussi, en fait, j'avais Christopher Le Temps comme premier choix. Il reste encore du bon hockey quand même à offrir pour revenir chez eux, comme tu as dit tantôt. C'est un champion de la Coupe Stanley. Je pense que pour aider nos jeunes, en plus, s'il réussit à éviter les blessures, en fait, ça serait une très bonne acquisition pour un 2-3 ans. Sinon, un autre joueur que j'aime beaucoup son profil, si jamais il ne signe pas avec son équipe, c'est Andrei Burakovsky. En fait, tu sais, à 6 pieds 3, 200 livres, il y a juste 20 ans. Donc, ouais, super rapide. Puis, oui, exactement, il est rapide et c'est sûr qu'il joue avec des bons joueurs. J'ai hâte de voir dans une autre formation qu'est-ce qu'il va pouvoir offrir. Mais là, les 3 dernières saisons, là, il frôle le 20 buts. Là, il est rendu à 18 buts cette année. Les 2 dernières années, c'était 20 et 19 buts. Donc, c'est un joueur de 20 buts par saison avec ce gabarit. Puis, ce profil-là, je pense que ça serait intéressant aussi. Peut-être qu'il pourrait coûter moins cher également que Josh Anderson, ça, c'est sûr. Si on réussit à échanger, à exaucer les vœux à Julien, ben, Burakovsky pourrait venir compenser ce travail-là. Oui, parce qu'il faut faire attention aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de gros contrats déjà à Montréal, puis il y a plusieurs jeunes qui vont arriver, qui vont signer des gros contrats dans les prochaines saisons. Tu sais, Caulfield, Romanov, même s'ils vont avoir peut-être des contrats ponts, il faut déjà prévoir ça aussi. Puis si on parle des Goulet, Barron qui est arrivé aussi, tu sais, il y en a plusieurs des jeunes qui vont vouloir signer plus cher. Oui, exactement. Je vais juste faire un petit point sur Burakovsky. Bon joueur de profondeur. Moi aussi, c'était dans mes choix. Mais Burakovsky, ce qui m'impressionne vraiment de ce gars-là, c'est que lorsqu'il joue dans une équipe où il a confiance, il va essayer des jeux, il va essayer des feintes, il va essayer de trouver des trous, puis il va créer des opportunités intéressantes. Moi, je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant là, pour le Canadien. Mais moi, les gars, je vais parler un peu de défensive. C'est sûr que le temps, c'était mon choix numéro 1. On a énuméré des bonnes raisons, mais surtout avec le fait qu'on va perdre Petrie probablement cet été, on va perdre un droitier. On signe le temps qui est droitier, qui a des bons points jusqu'à la fin de sa carrière. Ça, on se croise les doigts. Peut-être que ça va inciter Sidney Crosby à venir finir sa carrière à Montréal. Non, mais pour vrai, on a le droit de rêver un peu. Mais je dirais que un défenseur aussi qu'on peut se permettre de signer, qui selon moi est une super bonne addition parce qu'on le voit jouer depuis le début de l'année. Moi, c'est Ben Sherratt. Okay? Puis Ben Sherratt est capable de jouer autant à droite qu'à gauche et polyvalent physique. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à prouver à Montréal, beaucoup de choses à donner à la ville de Montréal. Et en ce moment, Kent Hughes a fait un petit nudge pour dire « Hey, vas-y, gagner ta coupe, vas-y faire ta run. Tu as été super important en série pour nous autres l'année dernière. Tu vas l'être super pour les Panthers. Mais après ça, on va te donner un bon offre. » Puis moi, je pense que, contrairement à ce que les gens pense, Sherratt va pas coûter si cher que ça. Ou s'il va valoir un 5.5, 6, je dirais jusqu'à 6.5 max, il va rentrer dans son argent. Tu vois, ça, je suis pas d'accord. Moi, je ne la signerais pas, en fait, parce que je m'attends à ce qu'il va être surpayé. Justement, pour moi, 5.5 en montant, c'est surpayé pour Sherratt. Okay. C'est plus à l'âge qu'il est rendu, parce que ses meilleures saisons sont en ce moment. Son prochain contrat, j'ai l'impression que ça va être, sans comparer parce que c'est pas le même joueur, mais Petrie, tu vas arriver dans le moment où il va être en déclin. Donc, j'ai un peu peur de le signer à long terme. C'est mon avis. Mais c'est sûr, en termes de leader, reste, on l'a vu là, dans les dernières saisons, c'est tout un joueur. Moi, c'est un centre. Moi, c'est un centre parce qu'on n'en a pas dans le système en ce moment. Tu sais, des centres top 6, on n'en a pas là, dans le système qui s'en viennent. On n'en a pas dans le moment actuel. Pardon? Shane Wright. Non. Ben non. Pour moi, c'est la priorité premièrement, il faut une ligne de centre dans la Ligue nationale. Puis enlever de la pression à Suzuki, pour moi, c'est super important.
Puis, tu vois, dans les centres disponibles, ben, évidemment, il y a Bergeron, mais ça, c'est impossible. Là. Mais, bon, Nazem Kadri, je pense qu'il va être surpayé. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Il est quand même âgé. Son contrat pour Nazem Ouais. Kadri. J'ai hâte de voir combien il va se faire payer. Mais tu sais, il y a Ryan Strome qui peut être intéressant. Puis j'aimerais ça un vétéran aussi, idéalement. Tu sais, il y a Ryan Strome, il y a Andrew Copp, il y a Vincent Trocheck, on l'a nommé tantôt. Carly Young Croc, ça c'est là, on descend un peu dans le gap, là, mais tu sais, ça, c'est des joueurs, je pense, qu'il faudrait essayer d'aller chercher pour du côté de Ken Hughes pour au moins appuyer Suzuki, parce que là, honnêtement, tu sais, je l'aime, Jake Evans, mais il est limité dans ce qu'il peut faire. Payling n'est pas encore prêt. Rem Pitlick, je veux pas trop m'exciter avec ça. Dvorak, pour moi, depuis qu'il est arrivé à Montréal, c'est pas un gars qu'on dirait on dirait que quand il s'est fait échanger, il a fait « Ah, fuck, ça me tente pas. » Puis il est arrivé ici. Ben, il venait d'acheter sa maison en Arizona quelques jours avant aussi. Là. Ouais, tu sais, je pense que ça ne disait pas en tout de venir à Montréal. Puis, je pense pas que c'est quelque chose qui l'intéressait. Puis, c'est vraiment quelque chose de complètement différent de où il était à tous les points de vue, que ce soit le climat, le base, le fan base ou les moyens de l'équipe ou la direction de l'équipe. Puis, tu sais, peut-être que justement, c'est un gars plus quiet qui a besoin, tu sais, d'un environnement peut-être plus calme. Puis en plus, ben, tu sais, sa plus grosse faiblesse, c'est son coup de patin, puis c'est exactement ce que Hughes veut pas. Fait que, tu sais, on a échangé Toffoli, que lui avait tous les attributs, il avait du leadership, puis il l'a quand même échangé parce qu'il avait pas le patin. Fait que Dvorak, il est moins bon que Toffoli, puis il a pas le coup de patin en plus. Donc, tu sais, puis il y a encore une valeur. Donc, tu sais, je m'attends à ce qu'il parte. Puis de toute manière, tu sais, oui, il est bon dans les mises en jeu, mais c'est pas mal ça. Il ne cadre pas dans ce qu'il essaie de bâtir. Donc, tu sais, aller chercher un centre, pour moi, à date limite, c'est la priorité. Puis la deuxième priorité, c'est le temps. Dans le sens, mais c'est pas ça, c'est la deuxième priorité, mais c'est ce qui va arriver, ce qui est le plus probable d'arriver. Qu'on réussisse à aller chercher le temps, parce que honnêtement, moi je pense que Pittsburgh, à partir de, tu sais, cette année, c'est le dernier coup, là. À partir de l'année prochaine, c'est avec Malkin puis le temps qu'ils sont arrêtés, à mon avis. Ouais, je pense qu'ils vont prioriser Malkin. Ça va terminer, ça va se finir, là. Mais je vais pas faire l'avocat du diable, tu parles de Ryan Strome puis tu parles d'Anderson qui était pas constant, mais Ryan Strome il est pas mal pas constant non plus, là. Ben, il est quand même pas si pire la dernière saison, il est quand même assez constant. Il a encore 44 points. Il va faire son 50-60 points. Dans les 3 dernières saisons, c'est à peu près ça qu'il a fait. Fait que, c'est un centre de deuxième trio ouais, c'est un centre de deuxième trio. Qui va faire son 50-55 points par année. Pour moi, il est quand même relativement constant. Avant, il n'a pas été constant, par exemple, quand il était à Edmonton, mais Edmonton, il n'y a rien qui marche. Fait que. À suivre. Il y a quand même plusieurs joueurs aussi, évidemment, comme on le disait, qui vont signer avec leur propre équipe avant le marché. Donc, ça aussi, ça va peut-être limiter un peu les choix disponibles par la suite.